c'est aussi un des bénéfices de cette vitesse-là et de cet impact-là qui peut arriver très rapidement, c'est que ça peut casser certaines inerties. Voilà, parce que ça faisait des mois, voire des années qu'on gueulait. Anything to add? No. Je peux rajouter qu'à titre plus... Parce que là, on parle au niveau général, mais il y a des combats qui sont plus locaux, qui sont plus concentrés. Moi, je peux parler d'expérience locale pour les auteurs en général, un peu plus les auteurs de bande dessinée, où au niveau des organisations, on a réussi à faire bouger des dossiers verrouillés par les réseaux sociaux, par de simples campagnes. Il y a eu la campagne Paye ton auteur, qui a fait qu'au Salon du Livre de Paris, enfin, tous les auteurs ont été payés quand ils étaient en intervention, qui était une chose qui était demandée depuis des années, quoi. Et soudainement, il y a eu les organisateurs du salon, et en partie les éditeurs derrière qui sont derrière, n'ont pas pu, sur les réseaux sociaux, défendre, justifier le fait qu'ils ne payaient pas les auteurs. Et d'un seul coup, ils se sont trouvés dans une position à être les méchants. Et ils ont cédé, et cette année, ils ont payé. Et on voit bien que c'est étonnant, parce qu'en même temps, finalement, c'était combien de personnes qui ont participé à cette campagne? Très peu. Oui, finalement, on devait être quoi, 5000? Moins que ça, je pense même, réellement. Je dirais une centaine de comptes très actifs, 500 contrôlés ou 1000, et puis après, voilà, des lecteurs qui, une fois, deux fois, relayés. Et pourtant, ça a été extrêmement vite, et ça a été une véritable victoire. Et ça arrive à plein d'endroits aujourd'hui. Donc là, on est dans cette petite démocratie de proximité, ou démocratie syndicale, où les réseaux sociaux ont quand même là des capacités à briser des omertas ou des inerties aussi. Des inerties, voilà. Parce que dans le cadre du festival Les Utopiales, c'était un des objectifs que nous avions, Marie Masson et moi, et que nous n'avions pas pu réaliser la première année de mon mandat. Le fait est que du coup, on a obtenu ce qu'on n'avait pas obtenu, et que donc cette année, je vous certifie que dans le festival Les Utopiales, tous les auteurs que vous voyez en table ronde sont rémunérés par le festival avec totalement le truc du CNL. On est carré. Le CNL a compris la taille de la manifestation. Il a compris que nous avions énormément d'auteurs en table ronde et que ça nécessitait un budget à cette taille-là. Et du coup, cette inertie contre laquelle on se battait depuis bien avant mon mandat d'ailleurs, et bien elle s'est débloquée d'un coup. Et là, cette année, on avait déjà réussi un peu l'année dernière. On avait partagé le budget à égalité avec tous les auteurs présents, mais ce n'était pas de la rémunération par table ronde. Là, cette année, c'est bon. Le CNL a suivi, et c'est sans aucun doute à cause de mouvements de ce genre. Donc en fait, les réseaux permettraient un déplacement finalement des rapports de force? Plutôt une prise de conscience des difficultés aussi, tout simplement parce que comprendre comment fonctionne un festival comme les Utopiales, c'est extrêmement complexe. Il n'en existe que deux au monde de cette taille, la Comic-Con à San Diego et les Utopiales. Et sous cette forme, peut-être que c'est le premier au monde. Or, au Conseil national du livre, on envisage des festivals qui sont soit sur le modèle du Salon du livre, qui est une espèce d'immense foire au bouquin. En gros, c'est une librairie dans laquelle vous avez le droit d'entrer en payant, ce qui m'a toujours un peu paru problématique, mais enfin bon, voilà. Et où parfois, les auteurs sont invités à donner leur avis sur l'amour, la mort, l'univers et le reste. Et ils répondent 42, la plupart du temps. Mais y a-t-il une autre réponse? Non. Et de fait, un festival comme celui des Utopes, c'est juste unique. Donc ça ne rentre pas dans les cases normales du CNL. Dans les autres festivals, il y a 7, 8 auteurs en table ronde ou réunis. Alors je ne parle pas d'Angoulême, que je ne maîtrise pas, mais pas énorme. D'accord. Et du coup, notre budget ne permettait pas de faire face à ça. On ne pouvait pas maintenir le festival tel qu'il a toujours été en ne tenant pas compte des spécifications du CNL. Et le CNL a compris, là. Grâce donc à Paye ton auteur et c'est un mélange de pression, mais aussi d'information, en effet. C'est-à-dire que le mouvement Paye ton auteur a mis sur la place publique la problématique de manière claire. Alors, il y a eu des gens qui ont fait des petits dessins, c'est aussi bête que ça. Il y a là-dedans des illustrateurs. Alors, dessiner le fait que faire un dessin où on voit les plantes vertes, marquer les plantes vertes sont payées par les auteurs, c'est redoutablement efficace pour expliquer qu'il y a un problème quand un salon
arrive à louer ses plantes vertes mais n'arrive pas à payer ses auteurs, on peut se demander si les priorités sont les bonnes. Voilà. Ce genre de petites choses, ça a été de l'information qui a été faite. On est bien dans un moment de démocratie justement, de partage de l'information, et à un moment il y a une décision collective qui s'impose, qui est, j'allais presque dire morale, mais voilà, totalement. Qui est le juste choix à ce moment-là. Juste, voilà. Une prise de conscience qui se fait par le réseau. Donc là, on parle d'exemples où ça a bien fonctionné. Par contre, il y a quand même une question qui se pose. Mathieu parlait de filtrage tout à l'heure. Le mouvement Paye ton auteur, on en a entendu parler. Le mouvement MeToo, on en a entendu parler. Globalement, il peut y avoir aussi des choses qui essayent de se lancer et dont on n'entend pas parler. Parce que les réseaux, qui sont les propriétaires du réseau, comment est-ce que l'information nous arrive et comment est-ce que ça se filtre justement? Ça, c'est pour toi, je pense. Oui, c'est pour toi. Oui, je pense que c'est pour moi. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette notion d'algorithmie. Donc, grosso modo, l'algorithme, c'est un bout de code informatique qui va prendre en entrée tous les tweets qu'on va mettre sur Twitter, les messages qu'on va mettre sur Facebook et autres, et qui, de l'autre côté, va vous afficher une liste de tweets, de messages et autres. Aujourd'hui, la plupart des personnes sont abonnées à tellement de comptes qu'on n'affiche plus exhaustivement dans l'ordre. Il y a forcément un intérêt de la plateforme à le faire aussi pour vous montrer des choses que vous avez envie de voir. Donc le premier filtrage, c'est ce qu'on appelle l'effet de bulle. C'est-à-dire que par exemple, c'est assez présent sur Facebook. Facebook va vouloir qu'on revienne sur Facebook, donc on va essayer de nous montrer des actualités, des sujets qui ont l'air de nous intéresser, et va essayer d'être super consensuel avec ses utilisateurs. Si on a un utilisateur qui est plutôt libéral, on va avoir des articles plutôt libéraux. Si on a un utilisateur qui est plutôt à gauche, il y aura plus des articles qui vont dans son sens, parce qu'on a envie que la personne juste revienne. Et donc ça, c'est un premier niveau de filtrage. Et après, il y a d'autres niveaux sur des contenus un peu plus extrêmes où les plateformes vont filtrer plus ou moins bien suivant ce qu'elles ont envie de faire. Et puis Facebook, il nous demande aussi de sponsoriser des informations, et à ce moment-là, il va les pousser un petit peu plus. Et pour quelques dizaines d'euros, oui, on peut avoir des milliers de vues en plus, et donc la chance d'être beaucoup plus repris. J'allais en parler. Il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, qui ont utilisé Facebook comme outil professionnel. Alors, Facebook leur a dit créer des pages professionnelles. Alors, ils ont créé des pages professionnelles, et ils se sont aperçus que là, s'ils ne payaient pas, ils n'étaient pas aussi diffusés que sur leur compte privé. Donc, ils se sont rabattus sur leur compte, leur profil privé. Et là, aujourd'hui, on sent très bien que les règles sont en train de changer pour que ça ne marche plus. Donc, sur les comptes privés, on est en train de nous proposer indirectement de sponsoriser à nouveau. Donc il y a une manipulation qui est en effet celle du plaisir de la personne qui vient sur Facebook, mais il y a aussi la manipulation d'essayer d'extraire le maximum d'argent des gens qui ont besoin de diffuser de l'information, qui fait partie des algorithmes aujourd'hui. Tout à fait. Facebook va avoir beaucoup de personnes qui viennent, donc il y a cette manipulation du plaisir comme tu l'appelais. Après, Facebook, c'est pas un philanthrope. Un repas gratuit, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut bien voir sur tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes notions d'éthique qu'on peut avoir par exemple sur la presse papier, où on va essayer de respecter un peu plus la pluralité, on va avoir un certain nombre de mécanismes pour rééquilibrer. Sur les réseaux internet, n'importe qui se lance, n'importe qui fait ce qu'il veut, et par contre, n'importe qui fait ça dans des buts en général pécuniaires, et donc fera ce qu'il a envie de faire pour gagner de l'argent. Et là, on voit finalement arriver aussi toutes les fake news, on va arriver sur de la désinformation, ou des appels au lynchage, ou des choses comme ça, ça arrive aussi. Alors, j'ai jamais vu aucun appel à réellement pendre quelqu'un. La purge la semaine dernière? J'ai vu, je ne sais pas de quoi tu parles là, pour le coup, mais j'ai vu effectivement passer des moments où on disait que tel dessinateur avait des positions, on va dire, carrément d'extrême droite et parfaitement fonçantes pour des gens qui étaient protégés par la loi et qu'il était interdit d'avoir des positions homophobes, sexistes, etc. Je suis désolée, ceux qui se sont livrés au lynchage, ce sont ceux qui se sont battus contre la proposition d'arrêter ça. Mais on a aussi qui menacent de mort, de viol. Je pensais aussi à des choses plus anciennes. Il y a, je ne sais plus comment s'appelle l'autrice de la bande dessinée à signer BD, à signer garçon,
Oui. Qui a été obligé de déménager suite à des menaces et des choses comme ça. Ça c'est du lynchage, effectivement. Effectivement. Oui, oui, oui. Ou même plus récemment, on a une autrice qui a arrêté sa série parce qu'elle s'était pris une campagne. Pour faire rapidement, elle avait fait un livre, je pense, je ne l'ai pas lu, hein, qui était sur l'éveil à la sexualité, dans lequel il y avait quelques maladresses, qui auraient été considérées comme du progressisme il y a 10 ans, et qui aujourd'hui étaient dépassées par le sujet. Oui, effectivement, c'est la série avec les trois gamines. Voilà, les triplés ou les triplettes, j'en sais plus. C'est 3 copines, mais effectivement. Et on ne va pas discuter de savoir si en effet... Je suis désolée, le dessin sur les fesses de Beyoncé, c'était abominable. Alors ça, désolé. Il n'y avait aucune raison au monde, même il y a 20 ans, de dire que les fesses d'une belle femme noire puissante, c'est mal. Là, le propos n'est pas tout à fait là. Non mais alors l'idée n'est pas de juger finalement si elle avait tort ou pas, et je garderai même mon opinion sur tout ça pour moi, parce qu'en fait elle n'a aucun intérêt. Ce qui est étonnant, c'est que l'attaque est venue de gens plus progressistes, et à juste tout part, on n'a même pas jugé ça. On est arrivé à un moment où cette personne-là, autrice, s'est retrouvée à être lâchée par son éditeur, à ne plus être publiée sur ce bouquin-là. Et c'est étonnant parce que, en fait, pour moi, de tel que j'avais été conçu comme auteur, on répondait à un livre par un livre. On trouvait qu'un livre était réel, on faisait un livre progressif pour montrer la contre-vérité. Et aujourd'hui, on a en effet une accélération du temps, on en parlait. Où on fait une version revue et corrigée. Voilà. Et on demande même à l'éditeur, bon, la prochaine édition, on va la faire mieux. Là, aujourd'hui, il y a une accélération du temps qui est terrible. Et cette personne a peut-être fait des erreurs. Encore une fois, je ne vais pas juger ça parce que ce serait détourner le débat. Et il n'empêche que la sanction de ces erreurs, si elles existent, est terrible, très rapide, totalement finalement sur des terrains qui échappent à tout le monde, parce que je ne suis pas sûr que les personnes en face qui sont énervées au début pensaient une seconde à ce que soit ça le résultat. Donc en fait on est en effet dans des effets de tempête, c'est-à-dire que d'un seul coup il y a un cyclone qui s'est créé autour de cette histoire-là. Et de tempête très émotionnelle. Et qui est totalement disproportionnée, parce que on n'était pas en train de parler d'une nazie, quoi. Enfin, on était en train de parler de maladresse, quoi. Et ça c'est les côtés un peu effrayants, parce que il y a des dégâts humains. Je pense que cette personne aujourd'hui doit être, je ne l'ai pas rencontrée, j'aimerais bien en discuter personnellement, mais elle est inévitablement blessée par ce qui s'est passé. Je pense qu'en face il y a des gens qui ont été blessés aussi, il n'y a pas de doute. Et tout ça, pour un livre, encore une fois, probablement il y a 10-15 ans, on pourrait poser le problème quasiment à personne.